Quelles leçons tirer des résultats des législatives? Quels sont les enjeux pour 2024? Comment gérer la situation économique d'ici la prochaine présidentielle? Pour en parler, L'Air du Temps reçoit ce dimanche 7 août 2022 de 10h à 11h Seydina Alioune Ndiaye, économiste et membre du comité scientifique du Club Sénégal émergent, et Siressi, enseignant-chercheur en géopolitique. L'Air du Temps, c'est avec Alassane Samba Diop sur iRadio. Dimanche 7 août 2022, merci d'être à l'écoute de L'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Seydina Alioune Ndiaye, économiste et membre du comité scientifique du Club Sénégal émergent, et Siressi, enseignant-chercheur en géopolitique et en gouvernance, président du think tank Africa Worldwide Group. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aller au fond du sujet, un sujet qui nous a rattrapé au cours de cette semaine, c'est ce vendredi, il a plu plus de 125 mm à Dakar. Des inondations inédites qui n'ont jamais été vues dans ce pays, des maisons qui ont pris eau partout. Seydina Alioune Ndiaye, comment peut-on analyser ce phénomène et surtout, quelles mesures auraient été prises avant d'en arriver là? Merci beaucoup Alassane pour l'invitation. Je salue aussi mon co-débatteur, le chercheur M. Si. Donc, vous savez, Alexandre, on dit souvent, et c'est une litote de le dire, gouverner c'est prévoir. Et prévoir c'est anticiper. On a une saison des pluies qui dure 3 mois dans la zone où nous nous trouvons dans l'équateur et une saison sèche pendant 9 mois. Donc, il faut qu'on apprenne à vraiment prévenir les choses, à anticiper. Parce que l'ANACIM avait sorti un bulletin météorologique sur toute l'année au mois de mai en disant que vraisemblablement il fallait s'attendre à des pluies qui soient assez conséquentes et assez torrentielles. Et vous savez aussi, en lame de fond, il y a la question du dérèglement climatique qui fait que des conditions extrêmes sont en train de toucher tous les pays. Vous avez vu, au Niger, il y a des inondations qui ont fait 25 morts. Au Nigeria aussi. En France, ils ont une canicule qui est assez terrible. Donc, d'abord et avant tout, c'est un échec de l'anticipation des pouvoirs publics. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il ne s'agit plus maintenant, dans le Sénégal de juillet 2022, où il y a une conscience citoyenne qui est très forte, d'user des anciennes méthodes qui ne marchent pas. Déclencher un plan Orsec pour organiser des réunions, faire des réunions, des mémorandums et ça ne marche pas. Un vrai plan Orsec, c'est mobiliser des 200 ou 1000 jeunes de la banlieue, anticiper sur les précipitations, sortir les gens des vraies difficultés là où ils se trouvent et regarder quelle est la matérialité de l'investissement qui aurait été fait dans le cadre du plan décennal de 700 et quelques milliards, d'où on a eu une mission d'information parlementaire et non une enquête parlementaire pour dire que c'est effectivement 500 et quelques milliards qui ont été dépensés. Mais ces 500 milliards là, il faut voir en termes d'audit technique et financier in situ, sur pièce et sur place, où l'investissement réellement a été fait. Je crois que c'est ces deux choses-là. D'abord, anticipation. Ensuite, réellement faire le job qu'il faut et ne plus juste se contenter de plans Orsec, de déclarations d'intention qui ne résout pas le problème. Si cette inondation, la plupart des Sénégalais avaient dit qu'elle était prévisible. Abdoulaye Matar Diop a fait une sortie en tant qu'ancien directeur de la SONES en disant que la zone de captage, c'était une zone de captage des eaux pluviales. Absolument. Donc on est venu aménager, habiter là-bas. Absolument. Mais les gens qui habitent là-bas savaient qu'ils allaient être inondés. Absolument. Mais quelle est la responsabilité de l'État de donner des terrains à des gens dans des localités qui sont non effectuées? Oui, peut-être que les gens qui habitent là-bas pouvaient, ou bien certains pouvaient ne pas comprendre, mais les autorités qui ont été derrière ça, on savait pertinemment que tous les eaux pluviales que recevait Dakar passaient par la zone de captage pour après aller de l'autre côté vers l'autoroute. Ce qui fait que comme il y a eu des habitations, donc l'eau va être refoulée quelque part. Deuxièmement aussi, il faut parler aussi des diamètres des canalisations. Si on se rappelle bien, dans les années 80-90, il y a eu de gros programmes, disons, d'assainissement. Et les diamètres, pour l'essentiel, c'était des diamètres de 125. Alors quand vous avez des pluies torrentielles, c'est ça qui fait que dans le feu de l'action, les eaux ne ruissellent pas, mais 1 heure, 2 heures de temps après, parce que le volume d'eau était extrêmement puissant par rapport au diamètre. Mais tout ça, Alassane, renseigne d'un point que ce que j'appelle la gouvernance de l'urgence en réalité. La majeure partie de nos pays africains
ne sont pas très versés vers la prospective, disons la vision stratégique à moyen et long terme. On ne fait que gérer... Il n'y a pas de planification. Il n'y a pas de planification. Donc, ce qui fait que c'est au nom de cette gestion de l'urgence, même la gouvernance de l'urgence, qui fait qu'à chaque fois, on déclenche des plans hors sec. Parce que, comme disait l'autre, quand c'est urgent, c'est déjà trop tard. Quelque part. Et tout ceci aussi renseigne, quelque part, si on le regarde bien, que les gouvernants n'avaient pas le temps, n'avaient que le temps électoral depuis un certain nombre de temps. On savait depuis le mois de mai, depuis Niger, que cette saison de pluie allait être très pluvieuse. Agrément l'avait annoncé. Agrément avait annoncé. Mais vous pouvez constater qu'au Sénégal, depuis presque 6 mois, 1 an, le temps public ou le temps politique, même le temps médiatique, était un temps éminemment électoral, disons politiste, et n'était pas orienté vers les questions de développement et d'anticipation. Et c'est regrettable que chaque année que nous vivons cela. Et il urge aujourd'hui qu'au sortir d'ici, que véritablement les décideurs politiques et publics puissent essayer de se retrouver pour que nous ne puissions plus vivre ces genres de situations. En tout cas, en 2005, quand il s'est agi de la grande inondation, ensuite au niveau de la banlieue, à Yoff, etc., le président de l'époque, Maître Abdoulaye Wade, avait pris le taureau par les cornes. Et depuis, la situation s'est améliorée. Et je pense qu'il faudra une riposte, pour parler dans le lexique de la santé, et que véritablement que l'on puisse même organiser des assises de l'assainissement dans ce pays-là. Justement, quelles sont les leçons qu'il faut tirer justement de ces élections législatives? Alors, pour les leçons, elles peuvent être nombreuses. Moi, j'en choisirais peut-être 3. Lesquelles? Au tout début. D'abord, il y a eu je crois, même si ce n'était pas un scrutin référendaire ni présidentiel, il y a eu un message très fort que les électeurs ont voulu lancer, justement à cet orgueil un peu présidentiel de ne pas se prononcer sur une éventuelle troisième candidature qu'on lui prêterait. Donc vous avez bien vu que j'utilise beaucoup de conditionnels pour être toujours dans le factuel. Les électeurs ont voulu, moi de mon point de vue, avec les petites enquêtes que j'ai faites un peu au niveau de mon entourage, on voulait avoir une réponse. Les gens ont voulu justement dire au président de la République que ce n'est pas à lui de dire oui ou non, etc. Que justement, dans l'éventualité qu'il voudrait se présenter à une troisième candidature, l'occasion était donnée avec les élections législatives de lui dire très clairement, nous n'en voulons pas. Donc c'était d'abord une anticipation sur la présidentielle de 2024. Ça, c'est la première des choses. La deuxième grille de lecture que j'ai, c'est que aussi cette élection-là vient dans un contexte macroéconomique qui est très chargé et très difficile. Je vais parler très simple. Vous avez vu la hausse généralisée des prix. Vous avez eu vraiment le sentiment d'abandon. Le taux d'inflation se chuterait vers 11%. Mais exactement. J'attends d'avoir les derniers chiffres de l'ANSD et aussi de les mettre en relief avec les chiffres du comité de politique monétaire de la Banque centrale qui donnent un peu l'inflation au niveau communautaire. Mais il n'y a pas besoin d'être expert pour se rendre compte que sur les étals des marchés, sur les commerces, les prix sont en train de prendre une flèche ascendante. Même le prix du miel. Mais tout augmente. Et surtout, le sentiment que le consommateur sénégalais a eu, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en charge de ça. Vous avez vu durant les fêtes de Tabaski, le ministre du Commerce déambuler un peu dans les étals, mais constater comme tout le monde que les prix sont en train d'augmenter, alors que ce qu'on attend des gouvernants, ce n'est pas d'être dans le constat, dans le diagnostic, c'est de prendre des décisions et d'acter ces décisions-là. Mais justement, Moubarallo disait, est-ce que ce n'est pas le moment où il faut réhabiliter quelque part le contrôle des prix dans une période comme ça, momentanée, pour vérifier les prix? Parce que vous pouvez aller au marché, un boucher peut vendre un kilo de viande à 4 000 francs, celui qui est à côté de chez lui vend 5 000. Mais tout à fait. De toute façon, tous les instruments pour justement essayer de juguler cette hausse
effrénée des prix et cette hausse souvent injustifiée des prix existe. Il y a la palette de mesures comme le contrôle des prix, comme justement de renforcer tout ce qui est politique macroéconomie, de regarder quelles sont les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur au niveau nutritionnel. Il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre. Mais toujours est-il que dans l'analyse, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup pesé dans le vote des Sénégalais. Parce que l'inflation, la hausse généralisée des prix, le sentiment d'abandon par les gouvernants, par les tenants du pouvoir, par les gens qui ont en charge de conduire ces affaires-là, ça, c'est un facteur qui a été très important, qui a pu expliquer, de mon point de vue, les résultats de ces élections-là. Maintenant, le troisième élément d'analyse qui, me semble-t-il, a été un petit peu important par rapport à ces législatives-là, c'est aussi du point de vue sociologique. Parce que l'opposition, de bonne guerre, a fait aussi campagne sur la thématique très sensible et inflammatoire de l'homosexualité. Vous avez vu, Alexandre, si vous faites une lecture sociologique des résultats, le pouvoir en place a perdu presque la quasi-totalité des foyers religieux. Ils ont perdu Touba, Tivaouane, Ndiassane, Léona Niassène, Thiénaba, Médina Gounass. Ils ont même perdu ici Yorof Layène. Donc là, tous les foyers religieux du Sénégal n'ont pas voté pour le pouvoir en place. Donc la lecture qu'il faut avoir par rapport à ça, c'est l'efficacité de cet argument de campagne-là, qu'il soit bon ou pas, de l'opposition, qui effectivement a réussi à mettre un signe égal entre voter les bulletins Benno Bokk Yakaar et promouvoir l'homosexualité. Donc de mon point de vue, ce sont ces trois éléments-là qui peuvent être vraiment qui peuvent justifier le choix qui a été fait durant ces élections-là, où on a pour la première fois un fait inédit au Sénégal, un pouvoir en place qui n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et ceci n'augure pas de lendemain très stable pour la conduite du pays. Oui, les résultats ont été donnés. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez à des tractations au niveau de l'Assemblée nationale par rapport justement à majorité relative, majorité absolue? Tout à fait. En tout cas, pour le camp du pouvoir, Benno Bokk Yakaar, l'enjeu fondamentalement pour le président de la République, Macky Sall, sera quitte de Amadou Ba ou de Abdoulaye Daouda Diallo sera placé à la tête de l'Assemblée nationale. Quand et Mimi Touré qui a porté campagne je ne le pense pas, mais je pense probablement ou bien disons ces trois-là, mais je pense que le jeu devrait se faire entre un certain Amadou Ba et un certain Abdoulaye Diallo pour le camp du pouvoir. Du point de vue de l'opposition, dont notamment Pastef, Yewwi, il m'a semblé que le profil le plus, disons, adéquat, parce qu'ils sont majoritaires aussi dans l'opposition, me semble être Birane Souleye Diop. Est-ce qu'aujourd'hui, Yewwi aura la capacité de faire installer du haut du perchoir un élément de Pastef, de Yewwi, en l'occurrence Birane Souleye Diop, qui, à mon avis, est le profil le plus adroit pour occuper cette position. Je pense que les enjeux au niveau de l'Assemblée nationale devront se jouer entre le camp présidentiel, parce que l'enjeu fondamentalement sera, au-delà des groupes parlementaires, la présidence de l'Assemblée nationale. Oui. Vous pensez que l'Assemblée nationale aujourd'hui, que l'opposition pourrait placer quelqu'un à la tête de l'Assemblée nationale? Absolument, parce que oui, parce que par exemple, si l'opposition dans sa globalité fait bloc, nous sommes à 82 contre 83. Il se pourrait que des tractations puissent être menées. En tout cas, à l'état actuel des choses, je ne vois pas ou je ne comprendrai pas que l'opposition puisse se déliter, parce que l'enjeu fondamentalement sera la présidence de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que pour la question des groupes parlementaires, de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, et que ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie? Au fond, créer un équilibre à l'Assemblée nationale, que l'ère de majorité absolue n'ait plus lieu. Comme en France, comme partout, où les gens sont obligés sur des questions majeures de discuter, si tant est
ceux qui sont là-bas, c'est le Sénégal qui les intéresse. Alors tout à fait, c'est vrai que cette élection-là peut être vue sous cet angle-là, que c'est un certain renouveau démocratique. Parce que comme si je prends un peu l'historique de la France, on a eu d'abord je ne reviens pas sur toute l'historique, on a eu la 4e République où c'était des groupes parlementaires qui étaient très forts, où c'était un parlementarisme qui était très prégnant. Un président de la République avec peut-être quelques prérogatives, mais un petit peu honorifique. Après, en 1960, quand il y a eu le général de Gaulle qui est venu, il y a eu un recentrage vertical du pouvoir vers une certaine personnification du pouvoir, avec le général de Gaulle, avec la 5e République, etc. Et il y a même des gens qui souvent appellent de leur vœu une 6e République. C'est vrai que nous, au Sénégal, on s'était beaucoup inscrit dans cette perspective-là, et qui est différente de la perspective des anglo-saxons, notamment des Américains, où là-bas c'est la loi du check and balance, où c'est chaque pouvoir qui contrôle l'autre pouvoir, et ceci amène un certain équilibre. Donc c'est un trépied où les 3 pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire se tiennent un petit peu pour assurer le trépied d'équilibre d'une démocratie. Et je pense qu'avec ces élections du 31 juillet, le Sénégal vient de mettre un pied dans ce trépied d'équilibre-là. Comme vous l'avez si bien dit, de plus en plus, on ne peut plus gouverner le Sénégal tout seul. Parce que le Sénégal a un électorat composite. Même chez vous, dans votre propre famille, vous avez votre épouse et vos enfants, mais vous n'êtes pas d'accord. Vous ne pouvez pas, vous, Alassane, imposer tout ce que vous voulez. Vous prenez en compte l'avis de votre épouse. Absolument. Vos enfants aussi ont une parcelle de pouvoir. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut maintenant essayer de mettre en pratique. Et je pense qu'il faut, de la part de tout un chacun, une intelligence, une certaine finesse et aussi un gentlemanship qui puisse permettre, sur des questions d'intérêt national, d'avoir des compromis. Même si, in fine, après, il y a des logiques politiques et politiciennes qui peuvent s'affirmer, mais de fait, au Sénégal, l'opposition n'est pas majoritaire, le pouvoir n'est pas majoritaire, et surtout, je vous signale que le premier parti du Sénégal, c'est le parti de l'abstention. Plus d'un Sénégalais sur 2 ne s'est pas déplacé. Pour différentes raisons, parce que le calendrier fait que les élections se sont tenues en période d'hivernage, et nos parents cultivateurs préfèrent de loin aller au champ qu'aller faire la queue pour voter pour des gens dont on s'interroge sur l'efficacité et sur vraiment l'importance dans la vie. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui ont fait que les gens ne sont pas votés. Donc, d'abord et avant tout, je pense que aussi bien pouvoir qu'opposition doivent faire vraiment aveu de modestie, de savoir qu'ils ne sont pas d'abord majoritaires. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le choix de l'électeur, c'est discuter ensemble, gouverner ensemble, arrêter de vous tirailler et essayer de conduire le Sénégal à bon port. Parce que, je vous le rappelle, le contexte géopolitique est très, 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 très incertain. Vous avez vu ce qui se passe au Mali, vous avez vu au niveau du Burkina, vous avez vu la résurgence vraiment du terrorisme dans toute la zone. Ça, c'est d'une part. D'autre part, vous savez que le 1er janvier, on aura notre premier baril on va commencer à exploiter le gaz, il y a le pétrole, il y a la guerre en Russie, il y a l'inflation qui est mondiale, il y a tout le besoin d'industrialiser ce pays-là, il y a la question de la jeunesse. Donc, la capture du dividende démographique ou la bombe sociale qu'on aura dans ce pays-là. Il y a les enjeux d'assainissement, il y a les enjeux d'aménagement du territoire. Donc, tout cela, ce sont des enjeux qui sont tellement importants et tellement au-dessus des contingences politiciennes que l'électeur sénégalais a voulu dire aussi bien au pouvoir qu'à l'opposition, travailler ensemble, discuter ensemble et chercher des compromis. Mais certains demandent qu'il y ait une culture parlementaire, une culture démocratique à l'Assemblée nationale pour permettre de gérer les équilibres pour le Sénégal. Parce que certains, hier, dans des analyses qu'ils ont eu à faire, ils ont dit que la Côte d'Ivoire a lancé quelque part un signal avec la grâce que Alassane Ouattara a accordé à Gbagbo, de dire que la stabilité, c'est ça qui peut faire sortir le pays de la pauvreté. Et d'ailleurs, c'est en lisant ce matin le texte de Ibrahima Sène du PIT qui parlait de culture parlementaire, renseigne beaucoup que le peuple sénégalais est en avance sur sa classe politique. Absolument. Et que généralement c'est le peuple sénégalais qui oriente. Et le fait que nous ayons des résultats tels que nous les avons comme ça nous installe de facto sur le chemin d'une culture disons démocratique parlementaire. Et c'est ça pour 2 raisons. D'abord, la première, je voudrais aussi lancer un appel à la classe médiatique, à la classe politique,
à une révolution conceptuelle d'abord. Souvent, j'entends parler du nom de cohabitation. En tout cas, nous, au niveau du think tank Africa Worldwide, nous préférons le mot pencho que le mot cohabitation, parce que cohabitation suppose que des gens sont obligés de vivre ensemble alors qu'ils ne le souhaiteraient pas, et que le fait qu'on ait un parlement du 80 et 83 nous renseigne que nous sommes plus dans les logiques du terme de Momar Samb, RTAS, qui disait que réew dañu koy penco kenn du ko pàcco, si tant est que de par la dénomination même des coalitions, il y a la coalition Benno Siggil Sénégal. Benno, comme le disent les Wolof, ñu juboo te déggoo rek ñoom ñooy Benno. Il y a la coalition Wallu ku sonn nañ koy def te réew mi dafa xaw a sonn. Yewwi ku ñu yeew ku ne bëgg nga ku la yeewi, te dëkk bi dañ ko yeew surtout sur des questions de gouvernance disons démocratique institutionnelle. aar protégé aar ni koy olof yi di waxee, li nga gën a bëgg moom ngay aar, te li nga xam ne ñoo ko bokk te mënuñu ko séddoo muy le Sénégal ay la yéwén il faut que ñu aar ko. Il y a aussi cette notion de bokk gis-gis, parce que comme le disait Pape Cheikh, wuute mënta ñàkk naam waaye bu ñu waxtaanee gisee di yoon, parce qu'en définitive si c'est vraiment l'intérêt du Sénégal qui les anime, toutes ces coalitions là, je pense qu'il y a dans l'intervalle la possibilité d'un pencho plus que d'un pacho qu'on avait remarqué avec des assemblées monolithiques, disons de majorité mécanique. Mais Alassane, si vous permettez, je voudrais rebondir à la question que vous avez posée à mon co-débatteur, M. Ndiaye, pour dire quelles sont les leçons qu'on pourrait tirer de ces législatives. À mon avis, il y a trois types de leçons. Un critère que je pourrais appeler un critère d'ordre objectif, un critère que je pourrais appeler d'ordre subjectif, et un critère que je pourrais appeler d'ordre stratégique. Pour ce qui est du critère d'ordre objectif, en réalité, le président Macky Sall a eu un bilan matériel très élogieux. De mémoire, aucun de ses prédécesseurs n'a eu à réaliser en termes d'infrastructure ce que le président Macky Sall a eu à réaliser, et que du point de vue objectif, si le président Macky Sall et sa coalition ont été sanctionnés, c'est du point de vue du bilan moral, disons-le comme ça, du bilan éthique et du bilan des mœurs politiques. Du point de vue subjectif, bilan moral, c'est le point de vue de la bonne gouvernance, le recul des libertés démocratiques, enrichissement sans cause, voilà, la justice, les gens qui ne sont pas sanctionnés. Voilà, comme on dit au Sénégal, le Kumba Amde et le Kumba Amoulne, il y a énormément de dossiers. Les dossiers sous le coude. Voilà, les dossiers sous le coude, le recul surtout démocratique, parce que ce que Wade nous avait habitués, on avait pensé que voilà, c'était parti. Donc ça, c'était le point de vue objectif. Il y a un point de vue subjectif qui me semble que certes le président de la République aime le Sénégal, mais il ne sait pas comment aimer le Sénégal en réalité. Parce que s'il savait comment aimer le Sénégal, il aurait dû comprendre que le Sénégalais, ce qui le fait vibrer, ce qui compte pour lui par-dessus tout, avant tout et après tout, comme nous l'avons dit, et que même si l'islam est venu se greffer, a eu une percée que l'islam a eu dans les sociétés sénégalaises, c'est parce qu'il y avait un soubassement d'un certain nombre de valeurs, et que ces valeurs-là représentent et reflètent ce que les Sénégalais sont profondément, avec des valeurs de Diom, de Kerse, mais surtout de la parole donnée, dont Doma disait qu'on lit les hommes par leurs paroles et on lit les bœufs par leurs cornes, j'allais dire les bêtes. Alors le fait que le président de la République n'ait pas compris que pour les Sénégalais, le plus important, certes les infrastructures c'est important, les routes, autoponts, etc. Mais le plus important, c'est peut-être la sacralité de la parole donnée. Le plus important, c'est cet esprit de justice, voire même de justesse dans la gouvernance qui fait que ça a un peu perdu. Mais l'autre axe stratégique, c'est par rapport à ce que j'appelle une dialectique. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a eu à commettre une erreur politique qui lui a été fatale.
c'est de s'aliéner la gauche organique de ce pays-là. Il m'a semblé, dans l'intervalle, avec le fameux principe de gagner ensemble et gouverner ensemble, il se pourrait que le président de la République, Macky Sall, n'a pas été un manager des ressources humaines pour gérer les égos des uns et des autres, à telle enseigne que les leaders de la gauche organique auraient peut-être le pressentiment que le président écoute davantage un président Moustapha Niasse, le Parti Socialiste, l'AFP, et Feu Ousmane Tanor Dieng, le Parti Socialiste, que les partis, alors qu'eux, ils estiment que c'est eux qui avaient mené le combat, qui avaient mouillé le maillot. Première chose. Mais deuxième chose aussi, la gauche, s'il y a dans notre histoire contemporaine politique l'une des plus grandes trahisons, je pèse bien mes mots, c'est ce qu'a fait la gauche organique par rapport au président Macky Sall. Parce que n'oublions pas que quelque part, le président Macky Sall, l'avènement du président Macky Sall à la tête de ce pays-là est la résultante du mouvement révolutionnaire sénégalais. C'est le fruit de cette longue bataille que nous avions menée dans les années, disons, 80-90, qui a aujourd'hui porté. Et que la gauche historique, ses leaders, devaient prendre de l'élévation, de l'auteur et de l'altitude pour comprendre que, même s'il y a des décalages au premier, de porter, de l'accompagner. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Macky Sall est tombé dans des travers dans sa gouvernance. Et je pense que si les hommes de la gauche organique étaient dans son entourage, avec le Moustapha Niasse, peut-être il n'allait pas commettre ces erreurs-là. Pour autant, le président Macky Sall n'a pas su gérer les égos. C'était assez difficile. Mais pour autant aussi, j'accuse, pour parler comme Zola, la gauche organique de l'avoir laissé seul et d'avoir enfanté quelque chose dans la douleur. Communiqué waxee en wolof nga jur doom sonn ci moom ba mu màgg war a tekki nga dem bàyyi ko fu mu jariñ ñeneen loolu moo ñu dal. Mais je pense effectivement, comme vous venez de le dire, nous allons vers des choses tout à fait nouvelles, et que cette élection-là, et depuis les élections locales d'ailleurs, il faut le dire, que le Sénégal, pour parler comme le philosophe Karl Jasper, le Sénégal est en route. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit Siré Sy, enseignant-chercheur en géopolitique et en gouvernance, président du think tank Africa Worldwide Group, et Seydina Alioune Ndiaye, économiste et membre du comité scientifique du club Sénégal émergent. Nous allons vers 2024. Ces élections, on est peut-être à 24 mois de la prochaine présidentielle. Quels peuvent être les enjeux de tout cela? Alors, les enjeux, ça peut être très important, mais j'ai suivi tout à l'heure avec beaucoup de passion l'explication très gauche organique de notre cher monsieur Sy. Moi, je suis plutôt de la droite décomplexée. En rappelant peut-être le passé un peu de Macky Sall, qui était marxiste, ben oui, ça va devenir bien sûr, libéral. Tout le monde c'est là-bas qu'il parle de la gauche. Voilà, c'est ça. Non, mais je lui fais juste un petit clin d'œil en disant que moi, je me réclame plutôt de la droite décomplexée et libérale. Voilà. Maintenant, il parle d'intellectuel organique de Gramsci. Non, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé tout son développement. C'était très intéressant. Maintenant, pour 2024, c'est vrai qu'il reste moins de 2 ans. Donc, le Sénégal va changer de statut. On sera un pays pétrolier et gazier. En 2023. Est-ce que ça peut changer les cartes entre-temps? Oui. Cette manne financière qui vient dans un pays frappé par la pauvreté, où la vénalité de sa classe politique est connue, reconnue? Tout à fait. Non, justement, je vous présente le panorama des enjeux. Donc, d'abord, ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la bombe sociale de la jeunesse sénégalaise, très nombreuse. On est dans un pays où, sur les 17 millions, les 70% ont moins de 35 ans. Donc, c'est des besoins de formation, d'éducation, de santé, d'employabilité. Et des questions démographiques aussi. Questions démographiques aussi. Ça, c'est la deuxième des choses, le deuxième enjeu qui me paraît être essentiel. Troisième enjeu essentiel, on est dans un monde de plus en plus frappé par un repli sur soi. Et comme on le sait, on est dans un monde en perpétuelle crise. Les géopoliticiens et les gens en prospective disent que le monde qu'on connaît actuellement, c'est un monde de plus en plus difficile, où les crises se succéderont aux crises. Parce que comme vous l'avez vu, à peine sorti de la Covid-19, de la pandémie Covid-19, on est tombé dans la crise ukrainienne, dont jusqu'à présent, les répercussions ne sont pas encore totalement maîtrisées.
Parce qu'on ne sait pas encore jusqu'à présent où ça peut aller. Donc, et pendant ce temps, on ne produit pas pour se nourrir. C'est ça. On continue à importer. On importe l'inflation. Voilà. Donc, vous l'avez dit vous-même. Donc, sur le plan macroéconomique, on est dans un monde en tension et en crise profonde. Ça, c'est la troisième des choses. Quatrième des choses, ça, souvent, on l'oublie, c'est l'enjeu du dérèglement climatique, qui de plus en plus est en train de frapper, de plus en plus de montrer que l'activité anthropique issue des activités de l'homme a tellement réchauffé la planète qu'actuellement on en suit les conséquences. Et si on ne fait rien, selon les accords de Paris, en 2100, on aura une augmentation de 2 degrés de la température mondiale. Et ça signifie quoi concrètement pour le Sénégal? Ça signifie des zones comme Saint-Louis, Bargny menacées, parce que vous avez vu l'avancée de la mer. Ça signifie des sécheresses très très élevées. Ça signifie une pluviométrie incontrôlable. Ça signifie de plus en plus une partie de la jeunesse qui prend les pirogues pour aller mourir dans les berges de l'Occident. Donc c'est tout ceci, ces 4 enjeux-là qui, de mon point de vue, vont structurer vraiment l'ossature conceptuelle de l'élection de 2024. Et sur ces enjeux-là, ils demandent d'abord, il faut de la lucidité. Ensuite, il faut un haut degré de patriotisme. Un haut degré de patriotisme. De chérir ce pays-là comme on ne chérirait rien du tout, et de placer toujours et avant tout l'intérêt du Sénégal au-dessus de tout. Et c'est aussi valable pour le président de la République actuel que pour les membres de l'opposition, parce qu'ils ont une responsabilité très 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 forte. Parce que vous savez, être dans les tribunes et critiquer le latéral qui rate des passes, c'est très simple. C'est très simple. C'est très facile. Mais une fois que vous êtes au pouvoir, où vous êtes assailli par les demandes des 17 millions de Sénégalais, et je vous en ai sorti juste 4 majeurs et très importants, ça, c'est une autre paire de manches. C'est pour ça que moi, je conseillerais à l'opposition actuelle de commencer à muscler son projet de gouvernance, éventuellement, si jamais elle venait à arriver aux manettes en 2024. Parce que 2024, c'est dans 15 mois. Hein. C'est demain. C'est demain. Il y a beaucoup de choses. C'est maintenant. Et c'est maintenant. 2024, moi, ce que je dirais, c'est que 2024, c'est maintenant. Donc, il faut tout de suite avoir une offre de gouvernement crédible, robuste, simple, articulée, déployable, en identifiant les points majeurs, les nœuds, les points nodaux d'action pour que l'impact soit là. Parce que ce qui est valable avec le pouvoir, le sera avec eux. L'électeur sénégalais est intransigeant, est très exigeant et voudra que ces demandes soient résolues le plus rapidement. Maintenant, je vais finir là-dessus. Pour ce qui concerne du camp du pouvoir, c'est aussi d'admettre cette nouvelle réalité-là. De savoir que 2024, c'est une élection qui est toute proche. Il faut sortir de la logique du c'est moi ou le déluge. Le Sénégal appartient à 17 millions de Sénégalais. Tout le monde a la faculté de pouvoir diriger ce pays-là. Ça, il faut l'accepter. Le pays survivra à tout le monde. D'ici 100 ans, 200 ans, Alassane, mais qui parlera encore de Alassane Samba Diop à ITV? Mais ce sera sur autre chose. Peut-être qu'on aura l'intelligence artificielle qui présentera les émissions, peut-être que, etc., etc. Donc, il faut accepter ça, de savoir que en tant qu'individu, on est inscrit dans un temps infiniment petit dans un ensemble qui est le Sénégal, qui est infiniment grand et qui dépasse nos personnes. Justement, comment gérer en ce moment sa situation économique d'ici 2024, avec les urgences qui sont là? Il disait les Sénégalais sont intransigeants au jour des électeurs. Ils aspirent à manger, à leur faim, à se soigner quand ils sont malades, à aller à l'école, à avoir une bonne éducation, à vivre bien, à avoir un bon cadre de vie. Mais entre-temps, il faut bien qu'on s'occupe d'eux. Comment s'occuper des Sénégalais d'ici 2024 sur le plan économique? Alassane, on dit souvent que la meilleure manière de rester sur un sujet, c'est d'en sortir un tout petit peu et d'y revenir. Je vais faire une petite bifurcation par rapport à la question des enjeux qui m'interpellent avant de venir à votre question. À mon avis, les enjeux pour 2024, c'est des enjeux pour le président Ousmane Sonko et des enjeux pour le président Macky Sall. Pour Ousmane Sonko, il y a une similitude et en même temps une différence entre le droit et la politique. Vous savez, en droit, vous avez le droit de garder le silence
et d'exiger la présence de votre avocat. Mais en politique, vous n'avez pas le droit de garder la parole, de garder le silence, il faut parler. Et il m'a semblé qu'au vu de ces résultats-là, Yewwi Askan Wi, notamment le PASTEF, avait vendu des ruptures au peuple sénégalais. Et la majeure partie de ce peuple a acheté au prix fort. Déjà, nous en sommes à 14 morts. Aujourd'hui, ce serait très regrettable, très préjudiciable pour le projet PASTEF de tomber dans le même travers qu'ils ont toujours dénoncé. Je veux parler de quoi? Du cumul de fonctions. Parce qu'il y en a déjà des maires qui sont investis députés et pour les questions qui vont devoir démissionner. Qui vont devoir démissionner. Et s'ils ne le font pas, ils vont porter préjudice là. Comme disait l'autre, sous le gaz du côté un troisième mandat d'un côté, mais il y a aussi des cumul de mandats. Ils nous avaient vendu aussi contre l'absentéisme au niveau de l'Assemblée nationale, contre le sectarisme tout court, l'intolérance et la transhumance. Ça veut dire qu'avant, c'est ce que disait M. Diop, ils étaient sur les bancs de touche, ils critiquaient. Aujourd'hui, ils sont maintenant sur le terrain, le peuple ouvre ses yeux et les regarde. Pour le président Macky Sall, on pourrait dire, si je peux me permettre sur vos micros, c'était de lui dire, au vu des résultats qui sont passés par là, de cesser d'être un politicien ou un politique et de devenir un philosophe ou un poète. Parce que ce qui arrive au président Macky Sall ressemble un peu à la tragédie grecque. Ou au théâtre grec avec sa trilogie, sa triptyque, ces 3 unités de temps où il y a la naissance, où il y a la grandeur, où il y a la décadence. Il y a la naissance chez le président Macky Sall dès lors qu'il a fondé son parti politique qui s'appelle la Paire. Le président Macky Sall a connu de la grandeur à travers la mise en œuvre du plan Sénégal émergent qui nous a valu énormément de satisfaction. Mais s'il ne négocie pas la troisième unité de temps qui est la décadence pour en faire juste une transition, il risque de connaître le sort du héros de la tragédie grecque. Et aujourd'hui, le président de la République, son Excellence Macky Sall, est devant l'impasse. Il est même dans le contexte du drame cornélien, où devant le mur, vous n'avez pas la possibilité d'avancer. Et l'équation Karim Wade, l'équation Khalifa Sall? Absolument, je vais y revenir. Pour le président Macky Sall, il est face au mur. Il ne peut pas progresser de l'avant. Il a une marge de manœuvre qui est très limitée. Il ne peut pas aller ni à gauche ni à droite et il ne peut pas faire aussi demi-tour. La seule manière pour lui de continuer son chemin, pour parler comme Karl Jasper, être en route, à mon avis, c'est de prendre de l'altitude, de l'élévation et de la hauteur, surtout sur la question du troisième mandat. Aujourd'hui, au sens de Frédéric Nietzsche, le président de la République a besoin d'être ce qu'on appelle un surhomme, de déployer toute sa volonté de puissance. Et je pense que c'est ce don de soi-là, cette force inébranlable face aux épreuves qui va lui permettre de prendre de l'altitude et de continuer son chemin. Parce que manifestement, il a un chemin les équations Karim et Khalifa. Moi, je pense que d'ici à 2024, on va aller vers une situation politique apaisée où il y aura bien des choses. L'ouverture. Bien de l'ouverture, mais bien de choses qui seront faites dans la perspective de décrisper un peu la situation économique. Mais la question économique, aujourd'hui, le président de la République a donné un signal fort. Avant les élections, il a assisté à une hausse des salaires, surtout au niveau de l'enseignement. Ça participe à améliorer le pouvoir d'achat, mais ça ne suffit pas parce que les fonctionnaires, globalement, ils tournent autour de 350 000, 400 000. Mais pour toucher vraiment la majeure partie des Sénégalais, il faudrait miser sur la maîtrise de l'inflation. Et c'est ça, aujourd'hui, d'ici à 2024, l'ultime bataille sur le plan économique que le gouvernement devrait mener, c'était la maîtrise de l'inflation, le coût de la vie. Et c'est en ce moment-là, en plus, si vous le jugulez avec la hausse des salaires, si vous le jugulez avec la bourse familiale et toutes les subventions d'ordre social, et que vous venez à maîtriser le Sénégal, même dans un contexte de crise économique aiguë, les Sénégalais pourront sortir leur épingle du jeu. Mais est-ce que la mise en place du prochain gouvernement, des prochains premiers ministres, pour donner des indications claires sur le plan économique par rapport à 2024?
Alors, je rebondis sur ce que vient de dire le M. Sian. Vous me permettrez, avant de revenir à votre question, peut-être maîtriser l'inflation, ça va être très difficile, hein, parce que tu ne produis pas. Surtout si on ne produit pas, si on n'a pas un tissu industriel qui soit assez équilibré, parce que comme vous le savez, le modèle économique du Sénégal, c'est un modèle qui est bâti sur l'importation des biens et services et l'exportation de matières premières à très faible valeur ajoutée. C'est ce qui fait que on importe de l'inflation, comme l'a dit tout à l'heure. Donc, je suis d'accord avec vous que sur un plan, si on arrive à atténuer, non maîtriser, à atténuer les effets de l'inflation, à atténuer cette inflation-là, ça, il faut produire. Sur le coût, certes, non seulement il faut produire, mais il faut surtout regarder les circuits d'approvisionnement. Moi j'aime bien des exemples très simples. C'est qu'actuellement, on ne consomme que l'oignon produit au Sénégal. Mais entre le coût d'achat Bourchon aux producteurs de l'oignon et la vente sur les étals, mais c'est un fossé. Le prix est multiplié par 4, par 5. Donc ça montre que... Parce qu'il y a des problèmes logistiques. Il y a des problèmes... Qui font que les paysans, quand ils cultivent, ils ont du mal à évacuer. Mais tout à fait. Mais les problèmes logistiques et tout ça, donc moi, je plaide à ce que, sur les 15 mois qui viennent, qu'on regarde concrètement où sont les greniers du Sénégal et quelles sont les zones de consommation et qu'on essaie de mettre en place à partir de ce diagnostic-là et non à partir d'un cadre conceptuel qui est parti du PSE, qui, je trouve, peut être des fois très bien, mais bon, c'est très aérien, c'est très sur le terrain. C'est très du tape à l'œil. C'est très du tape à l'œil. Parce que moi, je veux bien qu'on mette en place un bon terre, qu'on mette des autoponts, etc. Mais les 18 autoponts qu'on a fait à Dakar, moi, je pense que c'est comme... Parce que vous ne pouvez pas avoir une équation qui a une seule inconnue et que vous continuez tout le temps d'utiliser la même méthode. Dakar, c'est 0,3% de la population ou c'est 25% des gens qui vivent à Dakar. Et pourquoi les gens vivent à Dakar? C'est parce que tout est concentré ici. Donc, il faut déconcentrer. Et moi j'ai l'intime conviction qu'on a d'abord et avant tout un problème de volonté politique. Moi, je vous dis, messieurs Diop ici, si la volonté politique est là, dans les 15 prochains mois, on peut faire de très belles choses au Sénégal. On peut arriver à ce que le panier de la ménagère, que ce panier-là soit très bien garni et que l'inflation puisse être atténuée. Parce qu'on a tous dont on a besoin au Sénégal. Le Sénégal a des terres arables par centaines de kilomètres carrés. Le Sénégal a la matière première. On a tout au Sénégal. Le Sénégal a surtout des ressources humaines de qualité. La somme d'intelligence individuelle qu'il y a au Sénégal, mais est absolument phénoménale. Vous allez dans les autres pays de l'Afrique, mais la plupart de leurs plans sont rédigés par des Sénégalais. C'est pour ça que, Alexandre, vous me permettrez de m'inscrire en fou par rapport à l'idée qu'on véhiculerait pour dire qu'il n'y a pas de planification. Si, le Sénégal, il n'y a que de la planification, mais c'est l'exécution. C'est l'exécution sérieuse, rigoureuse, concrète, jusqu'au bout. En faisant vraiment le travail. C'est qu'on commence pas. S'il faut faire 1 kilomètre, il faut faire vraiment 1 kilomètre. Et pas après 50 mètres s'arrêter, perdre de l'argent à gauche à droite. C'est ça notre problème. Est-ce que c'est pas la chaîne qui doit travailler concrètement sur des fonctionnaires qui sont dans les bureaux, qui ont les documents, qui doivent travailler, qui rusent, qui font de la politique, qui ne s'occupent pas de ce qu'ils doivent faire, qui créent ses conséquences dans le pays. Mais c'est tout ça, ça vient du sommet. Oui, bien Parce sûr. que moi, si je suis fonctionnaire et que pour être maintenu ou bien même pour être nommé à un poste, il faut que je fasse de la politique. Et surtout ce qui est cocasse, c'est que même ces fonctionnaires-là qui ont fait de la politique, ils ont tous été battus. Donc, quelle est maintenant leur légitimité? Puisque leur seule légitimité tenait un petit peu à leur implication au niveau politique. Mais je reviens un peu sur la question. Moi, je pense que il y a des choses très concrètes qu'on peut faire, qu'on peut mettre en pratique et qui aiderait énormément à décrisper la situation. Parce que, aussi, vous savez, on ne peut pas avoir un pays qui se prépare à avoir du pétrole et du gaz et à côté avoir un lumpen prolétariat, une pauvreté extraordinaire, où vous voyez vous-même, quand vous allez dans la banlieue, quand vous êtes même à l'intérieur de Dakar, vous voyez la pauvreté qui vous assaille à travers les rues, à travers les ruelles. Vous voyez le sentiment de grande anxiété que vous lisez à travers les yeux des Sénégalais. C'est que le docteur Coronel appelle les invisibles. Mais c'est ça. Vous les côtoyez dans la rue, ils vivent dans la rue tous les jours, on ne connaît pas où ils habitent, ils ont du mal le soir, c'est des charrettes qu'ils enchaînent en poteau pour dormir. Mais de plus en plus, ces invisibles-là, ils sont visibles et il faut vraiment qu'on en prenne soin. Donc d'ici 2024, c'est possible de redresser la barre. Et pour ça, moi, je pense que la première des choses à faire, c'est que
le chef de l'État doit s'extraire des entrailles de son entourage pour voir la réalité. C'est ça. Est-ce qu'il en a la capacité? S'extraire des entrailles de son entourage pour voir la réalité sociale, économique. Ne plus se suffire des chiffres qu'on lui communique qui ne coulent avec rien. Je finis avec un exemple. Là. Depuis combien de temps vous entendez parler d'agropole? Tous les jours. On parle d'agropole du sud, d'agropole du centre. Récemment, il y a eu l'agropole de l'ouest avec l'intercommunalité Sandiara, Malicounda et puis Ndiaganiao. Mais avant de parler de cet agropole-là, il y a un agropole qui doit être mis en place au sud. Et depuis tout le temps, il y a eu un lab avec le Bureau Sénégal émergent, mais il n'y a rien concrètement. L'agropole du sud, actuellement, c'est zéro. Donc moi, en tant que président de la République, quelqu'un qui vient, le ministre qui vient me parler d'agropole, je dis, mais écoute, qu'est-ce que tu as fait dans l'agropole du sud? Des informations. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'organisation de la chaîne Mang, il n'y a pas d'organisation de la chaîne Anacarde. On a dépensé des dizaines et des dizaines, disons même des milliards en lab, en réunion, en atelier, en validation, prévalidation, mais sur le terrain, zéro investissement, zéro structuration. Ouais. Il y a eu aussi la pose de la première pierre de l'agropole centre, là-bas, à côté de Sibassor, Dieu. Ils disent que 15 000 hectares, on va faire ça, mais il n'y a rien, parce que c'est des éléphants blancs, parce qu'on trompe l'autorité en lui racontant des comptes véridiques. Parce que les informations remontées en montrant que le plan REVA avait mis en place beaucoup de fermes. Là, au sud du pays, la plupart d'entre elles sont fermées. Absolument. À clé. Mais l'agropole sud, demandez à Casamance, est-ce qu'il y a un agropole sud? Ce qui veut dire que sur le terrain, il n'y a pas une vérification réelle sur le terrain. Justement, sur ce plan, est-ce que le prochain gouvernement doit aller sur le terrain, vérifier les choses qui ont été dites, si elles ont été faites ou pas? Au lieu de rester à Dakar dans les bureaux, boire du café tous les jours, ou bien ne pas travailler, passer son temps erré dans les hôtels à Dakar. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ce pays? Ce qu'il faudrait faire pour changer ce pays, me semble-t-il. Économiquement, est-ce que le prochain gouvernement peut être un signe de réel changement? En tout cas, aujourd'hui, le Sénégal a besoin, disons, de nouvelles orientations. Le Sénégal a besoin dans sa gouvernance au plus haut sommet du sang neuf, de nouvelles orientations. Aujourd'hui, il m'a semblé que la seule volonté politique ne saurait suffire. Il faudrait aussi, en plus de la volonté politique, de la vision stratégique et prospective. Il n'y a pas de travailleurs. Et voire même du leadership. Et je pense que ce sont ces trois-là que véritablement le Sénégal a besoin pour décoller. Vous parlez tout à l'heure de planification. En réalité, le Sénégal a une tradition et une culture de planification. N'oubliez pas exécuté. Très bien. N'oublions pas que depuis Mamadou Dia, à travers les plans quinquennaux de développement, le Sénégal a une longue tradition. Récemment, il y a eu le plan d'aménagement du territoire. Très bien. Le problème que nous avons, c'est que jusqu'ici, nos gouvernants n'ont pas compris que la planification, elle est globale et systémique. En réalité, la planification ne saurait être planification que si elle est accompagnée par la mise en œuvre et par le suivi-évaluation. Et nous avons fauté, en fait. Nous avons eu un déficit. Nous savons bien planifier les choses, mais quand il s'agit de mettre en œuvre, il y a un décalage quand il n'y a même pas de suivi-évaluation. Or, vous ne pouvez pas faire de la planification encore stratégique si vous n'intégrez pas les trois dynamiques, parce que la planification, c'est de la planification à la fois stratégique, opérationnelle, mais aussi la mise en œuvre, mais aussi le suivi. Est-ce que le prochain gouvernement, le Premier ministre de choix, peut indiquer est-ce qu'on va prendre en charge réellement les problèmes des Sénégalais? Bon, actuellement, le temps me paraît extrêmement court pour véritablement apporter des ruptures profondes et douloureuses. Douloureuses parce que profondes parce que douloureuse, parce que le temps est énormément court. Mais pour le prochain, pour le gouvernement actuel, je pense que l'une des manières de répondre favorablement aux multiples difficultés qui assaillent le gorgorlo que je suis, c'est effectivement de lutter contre l'intermédiation. Disons-nous, les intermédiaires. Nous, en réalité, on n'a même pas de l'intermédiation, parce que l'intermédiation en soi, c'est une chose extrêmement positive. Mais c'est l'intermédiaire qui n'est pas. Aujourd'hui, le gouvernement devrait ou pourrait travailler à connecter les zones de production aux zones de consommation. Et c'est ça qui fait qu'on a des difficultés pour maîtriser l'information. Parce que les intermédiaires
intermédiaires se sucrent beaucoup plus que le producteur. Les intermédiaires ou c'est des coursiers? Des courtiers, disons-le comme ça. Mais en complicité souvent avec l'administration aussi. Bien sûr, absolument. Parce que quand j'entends dans certaines administrations, il y a ce qu'on appelle les mbapat dans l'administration. Absolument. C'est quand même Donc, des à scandales. court terme, il faudrait peut-être, je souscris au mot juste de M. Diop, il faudrait, M. Ndiaye, il faudrait travailler contre l'inflation, atténuer l'inflation plutôt que de maîtriser l'inflammation à court terme, mais à moyen terme, il a donné les solutions. Il nous faudrait des ruptures profondes et douloureuses dans ce pays-là. Voilà, le temps comme deuxième partie est terminé. Merci infiniment Seydina Aliou Ndiaye, économiste et membre du comité scientifique du Club Sénégal Émergent. Et merci à Siré Sy, enseignant-chercheur en géopolitique et en gouvernance, président du think tank Africa Worldwide Group. Birane Cissé était à la technique, Alassane Sambodjo au micro. Excellent dimanche à tous. Vous écoutez iRadio 90.3, la première radio-vision du Sénégal.